You have the floor, madame. Apologies. Mes excuses. Avant de commencer, Monsieur le Président, je voudrais prendre note de la présence de Madame Noa Argamani et je voudrais, à elle, comme à tous les otages, vivants ou morts, et à leurs familles, je voudrais leur rendre hommage. Nous partageons le deuil de toutes les familles, de leurs proches. Mesdames et messieurs, les membres du Conseil de sécurité, le Moyen-Orient aujourd'hui connaît une transformation rapide. La portée et les effets de la chose demeurent incertains, mais cela constitue une occasion à saisir historique. Les peuples de la région peuvent sortir de cette période dans la paix, la sécurité et la dignité. Néanmoins, il pourrait également s'agir de notre dernière chance pour parvenir à la solution à deux États. Monsieur le Président, on ne saurait le répéter suffisamment. Rien ne justifie l'abominable attaque terroriste du 7 octobre exécutée par le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens. Et je me félicite de la mise en œuvre de la première phase du cessez-le-feu qui inclut la libération de 34 otages. Je souscris à la déclaration du secrétaire général des mises en scène publiques d'otages libérés par le Hamas, y compris des déclarations prononcées sous la contrainte et la mise en scène abominable des cercueils des otages décédés. Aucun d'entre nous n'oubliera les terribles images des cercueils des enfants Bibas, faits otages avec leur mère et tués en captivité. Les images d'otages israéliens libérés montrent des signes clairs de mauvais traitement, qui reflètent les conditions terribles qu'ils ont subies à Gaza. Je réaffirme que tous les otages doivent être libérés de manière inconditionnelle, et tant qu'ils sont en captivité, ils doivent pouvoir recevoir des visites et une aide de la part du Comité international de la Croix-Rouge. Monsieur le Président, le traumatisme est indéniable des deux côtés. À Gaza, mort, destruction, déplacements multiples ont été infligés aux civils palestiniens dans la bande de Gaza. Tandis que la première phase du cessez-le-feu a apporté davantage d'aide, une aide particulièrement nécessaire, il reste à en faire bien plus pour répondre aux 15 mois de privation face à des besoins humains les plus élémentaires et face aux atteintes à la dignité humaine. Lors de ma dernière visite à Gaza, rapidement après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, j'ai été encore une fois frappé par les scènes de dévastation absolue, de désespoir. Et je ressentis un sens d'abandon face à la communauté internationale. Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu, 1135 prisonniers palestiniens et détenus palestiniens ont été libérés jusqu'à présent. Des signalements de mauvais traitements et d'humiliations graves en détention nous ont été signalés et cela est très préoccupant. Monsieur le Président, depuis l'entrée en vigueur de la première phase du cessez-le-feu le 19 janvier, les Nations Unies, les ONG et les États membres ont mis en œuvre de manière accélérée et à plus grande échelle une aide humanitaire vitale à Gaza. Un accès amélioré et des conditions sécuritaires meilleures ont permis d'apporter aide et services. Les évacuations médicales par le point de passage de Rafah ont commencé le 1er février, facilitant le transfert vers l'Égypte des patients blessés ou malades, conformément à l'accord de cessez-le-feu. Monsieur le Président, la reprise des hostilités doit être évitée à tout prix. Et j'appelle les deux parties à tenir pleinement leurs engagements dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu et à conclure les négociations pour la deuxième phase. Je remercie les médiateurs, Égypte, Qatar et États-Unis, de leur travail inlassable pour mettre en place la première phase et aboutir à la deuxième. Monsieur le Président, tandis que nous répondons aux besoins immédiats à Gaza, nous devons également penser à un avenir qui offrirait protection, relèvement et reconstruction. Comme vous le savez, la Banque mondiale, l'Union européenne et l'ONU ont publié une évaluation temporaire rapide des dégâts et des besoins pour la reconstruction de Gaza. Ces estimations initiales indiquent qu'il faudra 53 milliards à cet égard. Les États arabes sont à la pointe des efforts en la matière pour rebâtir Gaza et l'Égypte prévoit d'accueillir une conférence dédiée à la reconstruction de Gaza. L'ONU se tient prête à soutenir les efforts de reconstruction. Les civils palestiniens doivent pouvoir retrouver leur vie, reconstruire et bâtir leur avenir à Gaza.
Il est hors de question qu'il y ait des déplacements forcés. Monsieur le Président, l'attention internationale se concentre sur Gaza. Je suis préoccupé par les opérations militaires, les attaques et les violences qui s'aggravent en Cisjordanie. Victimes, destruction, déplacements, tout cela continue à être observé, en particulier à Jenin, Toubas, dans les gouvernorats de Jenin, Toubas et Tulkarm, où les camps de réfugiés et leurs infrastructures sont largement touchés. Beaucoup de ces zones se trouvent dans la zone A, sous la responsabilité civile et sécuritaire de l'autorité palestinienne. Les forces israéliennes ont mené des frappes aériennes et utilisé des armements lourds, tandis que les militants palestiniens ont utilisé des agents explosifs improvisés et ont recouru à des tirs. Cela se tient tandis que les violences et les intimidations de la part des colons israéliens se poursuivent contre les Palestiniens et tandis que l'on observe toujours des attaques par des Palestiniens contre les Israéliens. Suite à la détonation de 3 bombes contre des bus vides près de Tel Aviv, dans ce que l'on imagine être une attaque terroriste, les forces de défense israéliennes ont accru leur présence en Cisjordanie. Je suis alarmé par le fait qu'une femme enceinte et des enfants jeunes aient été tués au cours de ces opérations. Ces incidents doivent faire l'objet d'enquêtes approfondies et les responsables doivent en répondre. Monsieur le Président, en ce qui concerne les activités de colonisation illégale qui se poursuivent, environ 2000 nouvelles unités de logement ont fait l'objet de travaux ces dernières semaines, notamment dans la zone C. Les déclarations foncières et les avant-postes de colonies avancées empêchent l'utilisation par les Palestiniens de terres agricoles, tandis que les démolitions et les expulsions se sont accélérées. Des restrictions majeures sont imposées au déplacement des Palestiniens chaque jour en les empêchant d'accéder à des services essentiels et aux activités économiques. Ces éléments, assortis à des appels à l'annexion, constituent une menace existentielle pour l'idée d'un État palestinien et la solution des 2 États. Monsieur le Président, la législation israélienne qui interdit les opérations de l'UNRWA en Israël et dans la partie occupée de Jérusalem-Est est entrée en vigueur le 30 janvier 2025. Le secrétaire général a condamné ce qui consiste à une atteinte aux installations de l'ONU à Jérusalem-Est. Le travail de l'UNRWA reste essentiel et doit pouvoir continuer sans entrave. Monsieur le Président, l'autorité palestinienne continue à mettre en œuvre les réformes convenues, y compris des politiques fiscales et de finances publiques, portant sur la gouvernance et l'état de droit, l'investissement dans le climat, la création d'un meilleur climat d'investissement et les services fondamentaux. Au début du mois de février, l'autorité palestinienne a émis un décret annulant les paiements financiers aux familles de Palestiniens tués ou emprisonnés suite à des attaques contre des Israéliens. Cela représente une avancée dans le programme de réforme de l'autorité palestinienne et devrait être appliqué. J'évoque maintenant brièvement la région. Au Liban, l'élection d'un président et la création d'un nouveau gouvernement constituent une occasion à saisir pour autonomiser pleinement l'État et jeter les bases permettant davantage de stabilité, d'autorité de l'État pour relever les nombreux défis du pays. J'appelle le Liban et Israël à tenir leurs engagements en matière de cessation d'hostilité et à prendre des mesures significatives pour appliquer pleinement la résolution 1701 du Conseil de sécurité pour restaurer la stabilité et permettre aux populations des 2 côtés de la ligne bleue de rentrer chez elles. Dans le sud-ouest de la Syrie, l'ONU est préoccupée par les violations de l'accord sur le désengagement des forces de 1974. J'exhorte les parties à tenir leurs obligations. Monsieur le Président, depuis mon accession au rôle de coordonnatrice spéciale pour le processus de paix au Moyen-Orient par intérim, je voudrais dire que mon équipe et moi-même avons travaillé activement avec toutes les parties concernées. J'ai initié des consultations dans la région et je continuerai à dialoguer avec les parties prenantes principales. Ces consultations ont permis de réaffirmer qu'il n'y avait pas de solution durable à la guerre actuelle, au conflit au sens plus large, qui ne soit pas fondamentalement politique. Tandis que nous nous penchons sur l'avenir de Gaza, nous devons faire en sorte que, premièrement, Gaza reste une partie intégrante d'un futur État palestinien. 2. Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, soient unifiés d'un point de vue politique, économique et administratif. 3. Il n'y aura pas de présence au long cours des forces de défense israéliennes à Gaza et les préoccupations sécuritaires légitimes d'Israël doivent trouver réponse. Nous devons nous engager à mettre fin à l'occupation et il faut une résolution définitive de ce conflit à partir des résolutions de l'ONU, du droit international et des accords précédents. Je voudrais formuler 4 requêtes principales. Premièrement, je demande un soutien qui doit se poursuivre pour une mise en œuvre complète de l'accord de cessez-le-feu, y compris la libération de tous les otages. C'est crucial.
Deuxièmement, il est crucial de ne pas perdre de vue les dynamiques dangereuses en Cisjordanie. Il faut une désescalade d'urgence. Troisièmement, la communauté internationale doit continuer à soutenir l'autorité palestinienne dans ses efforts de réforme pour lui permettre de reprendre ses responsabilités dans la bande de Gaza. Les forces de sécurité palestiniennes doivent également être autonomisées pour pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités dans les zones sous leur contrôle. 4. Il faut soutenir d'un point de vue politique et financier les efforts de relèvement et de reconstruction de Gaza. Monsieur le Président, la paix au Moyen-Orient est possible. Nous pouvons parvenir à un avenir où un État d'Israël sûr et sécurisé existerait aux côtés d'un État palestinien viable et indépendant. Cela nécessite des efforts de concertation constants, du dévouement et du courage politique de la part de toutes les parties. Les Nations unies continueront à jouer leur rôle